Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, dans le précédent épisode, je vous ai parlé de la Lune et des phases de la Lune. Et pour la première fois dans notre podcast, avec Sylvain, on vous a teasé l'épisode actuel, à savoir, on avait indiqué qu'on allait parler des marées. Et comme je vous disais, les marées, un petit peu comme tout le monde, je vois ce que c'est, mais pas vraiment. Du coup, au fait, Sylvain, c'est quoi les marées? Salut Thierry, salut à tous, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Effectivement, on est sur un double épisode, un double thème. C'est une première dans notre podcast. Et après les phases de la Lune, on va parler des marées. Alors, les marées, tout le monde sait à peu près ce que c'est quand tu me le disais, avec la mer qui monte et qui descend. Mais c'est surtout un phénomène naturel. Moi, je le trouve fascinant, personnellement, parce que ça se produit dans les océans, principalement du monde entier et elle se caractérise par une variation périodique du niveau de la mer, donc avec des moments de haute mer, la marée haute, et de basse mer, la marée basse. Ça, je pense que je t'apprends rien de particulier jusque-là. Non, effectivement, j'ai déjà été en Atlantique et moi, comme tu me dis, marée haute, marée basse, j'ai une anecdote avec mon épouse où on a même été plusieurs fois en Charente-Maritime et en revenant après avoir été voir justement l'océan, je lui ai fait une blague en disant, bah écoute, on a un petit souci, il n'y a plus d'océan parce qu'on était dans une baie, effectivement, c'était en marée basse et du coup, bah, l'océan s'était complètement retourné, donc on retrouve plein de coquillages, etc. Et Ouais. puis quelques heures après, la marée haute avec du coup l'océan qui revient. Donc c'est en gros d'ailleurs tout ce que je connais des marées. Bah pour les enfants, hein, c'est aussi un peu un tour de magie. Quand tu dis à un enfant, regarde, on est passé tout à l'heure, il y avait la mer et maintenant elle n'est plus là. Moi, pour avoir été souvent en Bretagne, petit, je me disais, waouh, magnifique, c'est magique. En tout cas, qu'est-ce qui Absolument. cause les marées? J'en avais parlé déjà en fin de l'épisode dernier de la cause des marées. Et le principal responsable, c'est la force gravitationnelle exercée par la Lune, donc, et dans une moindre mesure par le Soleil, parce qu'on a vu un peu le triptyque des trois. La Lune, en raison de sa proximité avec notre planète, a une influence plus importante sur les marées que le Soleil, sache-le. Alors comment ça marche? L'attraction gravitationnelle, la Lune attire l'eau des océans vers elle, créant un renflement sur le côté de la Terre le plus proche de la Lune. Un autre renflement se forme simultanément sur le côté opposé de la Terre, car la force gravitationnelle y est plus faible. Donc les termes techniques, je vais éviter effectivement d'aller trop dans le détail, hein. Ça, vous pouvez aller voir faire ça. Un renflement, juste Thierry, c'est renfler, c'est une augmentation de volume, à titre D'accord, bah, d'information. c'était la question que j'allais te poser. Ça me parlait pas. Donc, d'accord. Donc, C'est ça. Oui, ok, je voulais faire le je terme vois l'idée. technique, parce que le terme renflement, c'est vraiment celui qui est attaché à la marée, mais je voulais quand même vulgariser en disant que c'est vraiment une augmentation du volume. Donc la Lune attire l'océan vers elle, ça crée une augmentation de volume d'un côté et ça baisse de l'autre, tout simplement. D'accord. Comme ça Tu as équilibre d'un également, côté ou de l'autre, comme quand on penche un verre, où du coup, bah, il y a un côté plus haut, un côté plus bas, on va dire. OK? exactement. Tu as également la rotation de la Terre. La Terre tourne sur son axe, ce qui fait que chaque point de la surface de la Terre passe successivement à travers ses renflements, donc à travers Mhm. ces augmentations de volume. Lorsqu'un point se trouve dans un renflement, c'est la marée haute. Lorsqu'il se trouve entre les renflements, c'est la marée basse. Donc quand il se trouve au plus proche de la Lune qui va faire une attraction, ça va être effectivement une marée haute. Quand ça s'éloigne, ça va être une marée basse. En vulgarisant, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les notes de l'épisode. D'accord, mais donc c'est la rotation de la Terre et les effets de la Lune qui génèrent du coup cet aspect-là. Sous-entendu, si la Terre tournait pas sur elle-même, bah, il n'y aurait pas ces phénomènes. Et puis aussi l'inclinaison de l'axe de la Terre, parce Exactement. qu'effectivement, c'est pas vertical. Où il y aurait ces phénomènes, mais qu'à un seul endroit, celui qui serait le plus proche et qui Voilà, serait exactement. attiré par la Lune, concrètement. Est-ce que pour toi c'est bon? Est-ce que tu as des questions sur comment ça marche avant que je passe sur les différents types de marées? Non, vas-y, effectivement, je savais pas non plus qu'il y avait différents types, donc vas-y. Alors, tu as ce que l'on appelle les marées semi-diurnes.
Donc c'est 2 marées hautes et 2 marées basses par jour, donc environ toutes les 12 heures. Tu as un phénomène, ce qu'on appelle l'étale. Tu sais, quand une mer descend, par exemple, ou monte, arrivée à son point maximum ou minimum, elle va rester à l'étale, c'est-à-dire stable, avant de remonter ou de redescendre. Ça, c'est le type le plus Et- courant de marée. D'accord, et ça, moi, je m'amusais avec ces trucs-là en marée haute, à me mettre tu sais, sur les espèces de bouées que tu as justement pour marquer des délimitations, etc. Et j'ai un souvenir de vacances où je me mettais assis là-dessus et je suis resté quelques heures. C'était en marée haute ou en marée basse, je me souviens plus, je crois en marée haute. Et donc j'avais la mer qui remontait au fur et à mesure. Et donc au départ, j'avais les pieds simplement sur le sable. Et puis au fur et à mesure, je me retrouvais dans l'eau, je m'amusais avec ça. Ça, c'est quand on a du temps en vacances. Ah bah écoute, les vacances sont faites pour ça aussi. Si on le fait pas C'est et qu'on ça. n'en profite pas, voilà. Là, tu as également les marées diurnes, donc c'est une seule marée haute et une seule marée basse par jour, pardon, et tu as des marées mixtes, c'est une combinaison des deux types précédents, avec des hauteurs de marée variables. Ok, Donc, donc ça, je comprends bien le fonctionnement. Mais après, quand on parle de marée, je sais par exemple, de coefficient de marée, donc j'imagine entre guillemets la, si je puis dire, la force de la marée. Donc il y a des facteurs qui influencent les marées. Comment ça fonctionne tout ça? bien sûr, on y reviendra sur les coefficients juste après. Tu as plusieurs facteurs qui D'accord? peuvent influencer l'amplitude des marées, puisque tu as des marées vraiment très très hautes. Souvent, par exemple, en Bretagne, arrivé au mois de septembre, tu as les marées les plus hautes, avec des chiffres, à 3 D'accord? chiffres parfois. Donc tu as la position de la Lune et du Soleil. Lorsque la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés, lors des nouvelles lunes et des pleines lunes, les marées sont plus importantes, des marées de vives eaux. Lorsqu'ils sont perpendiculaires, donc lors des quartiers, et c'est là où on revient à l'épisode précédent, les marées sont moins importantes. On appelle ça des marées de mortes eaux, en gros. D'accord. Et donc là, finalement, tu expliques ce qu'on disait dans le précédent épisode où on disait les phases de la Lune impactent les marées. Donc là, tu viens d'expliquer pourquoi. Exactement. Tu as également une géographie locale, la forme des côtes, la profondeur des océans et d'autres facteurs locaux peuvent modifier l'amplitude et le moment des marées. Donc tu vois, c'est vraiment un ensemble de la Lune, du Soleil, principalement la Lune, bien évidemment, de la rotation de la Terre et de la géographie locale. Donc voilà, tout ça fait que ça fait un mélange savant, pardon, Avant? et qui fait que voilà, ça peut jouer sur ça. Mais ce qui compte D'accord. surtout, c'est l'importance des marées. Est-ce que tu as une idée de l'importance des marées? Alors, je me rends pas forcément compte maintenant. Je me dis, bah, avec alors je dis à chaque fois la mer, d'ailleurs on t'en reparlera, mais c'est plus les océans, mais euh, qui s'avancent, qui reviennent, etc. Bah, j'imagine que ça joue sur un phénomène d'érosion, par exemple. C'est la première chose auquel je pense. Alors, tu as différentes choses. Tu as déjà une notion d'écosystème. Les marées, ça a créé des Mhm. zones, ce qu'on appelle interdidales. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est interdidal? Se dit de l'espace Dis-moi. côtier compris entre les limites extrêmes atteintes par la marée. C'est-à-dire que ça D'accord? permet d'abriter une grande variété d'organismes marins adaptés aux fluctuations du niveau de l'eau. Donc, tu vois, il y a une notion de préservation de l'écosystème. D'accord? L'importance des marées, c'est qu'il peut y avoir une importance au niveau de la navigation. Les marées, ça peut rendre la navigation difficile, voire dangereuse dans certaines zones. Moi, Oui, je sais forcément, que parce que si tu as un bateau et qui circule, on va dire, au niveau des limites de marée, ben, il peut se retrouver, entre guillemets, embourbé dans le sable ou un truc comme ça, j'imagine. exactement. Moi, je sais que mes parents ont une maison secondaire qui est en Bretagne. Tu as un mélange de ria, c'est-à-dire une rivière d'eau de mer, et une embouchure. Ça s'appelle la barre d'Etel. C'est un banc de sable. Et par exemple, en fonction des marées et de l'importance, eh ben, tu peux avoir quasiment un banc de sable à découvert. Donc, tu peux soit ne pas passer, ou tu peux passer si seulement tu as un bateau avec une faible profondeur. Sinon, ça n'est Mhm. pas possible. Et cette ville-là était un ancien grand port tonnier et qui malheureusement n'a pas pu perdurer parce que l'influence des marées était trop compliquée, les bateaux ne pouvaient pas arriver constamment, trop de manque à gagner, donc ils se sont réorientés vers l'Orient par exemple. D'accord, ok. Tu as également une notion de D'autres, pêche, oui, ouais, parce que de nombreuses espèces de poissons et de crustacés sont influencées par la marée, ce qui affecte les activités de pêche, donc en fonction
des marais, tu vas pouvoir aller pêcher différents types de poissons ou de crustacés. Oui, forcément, parce qu'après, et puis par rapport à la force des marées, oui, si ça se retire soudainement ou bien comme ça, je, j'imagine, et là, vraiment, j'y connais rien, mais j'imagine même que quand ça repart en marée haute, bah, j'imagine que tu as même des poissons qui peuvent se retrouver un petit peu échoués sur la plage ou des trucs comme ça, j'imagine, Tu, non? Ou je tu dis peux peut-être une avoir grosse des... bêtise, je sais pas. Oui, c'est possible. Tu peux avoir des poissons, tu sais, même parfois malades, vieillissants ou autres, qui peuvent Hmm. se retrouver un peu désorientés, et puis effectivement, qui peuvent s'échouer ou générer d'autres choses, en tout cas, qui peuvent nous générer parfois sur les plages des belles surprises, malheureusement souvent morbides pour ces poissons-là. Tu as également ce qu'on appelle l'énergie marémotrice. Et ça, c'est important parce que les marées peuvent être utilisées pour produire de l'énergie propre et renouvelable. Parce que Logique, l'eau parce et qu'avec les la marées sont... force, Exactement. Exactement. C'est pour ça que ça peut derrière générer, pour nous, hein, de la production d'électricité et d'énergie en tout genre. oui, Là, je me puisque ça dis que... génère de l'énergie, donc du coup, ouais. Exactement. On s'en sert de cette énergie naturelle pour pouvoir produire plus. Je me suis posé une D'accord. question et je me dis, est-ce que toi, tu te l'es posé aussi par rapport aux mers? Tu sais, on parle des océans, mais les mers ont généralement moins de marées. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, je dirais le fait, bah, la principale différence entre une mer et un océan, c'est que la mer, en gros, est considérée comme, on va dire, comme fermée, schématiquement, comme une espèce de gros lac, et donc il y a moins d'activité du fait que ce soit fermé. Est-ce que Alors, ça peut être ça? tu as partiellement raison. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les océans, la mer peut se retirer de plusieurs centaines de mètres. Dans les océans. Dans les mers, c'est beaucoup plus petit. Alors, il y a une question de taille et de profondeur. Les mers sont plus petites et moins profondes que les océans. Donc, la force gravitationnelle de la Lune et du Soleil a moins d'influence sur une masse d'eau plus petite et moins profonde. C'est ce qu'on a expliqué D'accord. en début d'émission. T'as la forme et la configuration des bassins marins, ça joue un rôle important dans l'amplification des marées et les océans ouverts avec de longues côtes droites permettent aux vagues de marée de se propager librement et de s'amplifier. Les mers fermées, c'est ce que tu expliquais, ou semi-fermées, avec des côtes plus irrégulières, ça limite la propagation des vagues de marée et ça réduit leur amplitude. Hmm. Oui, parce que oui, comme ça fait un effet fermé avec ce que tu expliquais avant, avec l'effet des pressions, etc. Oui, ça s'applique moins. Ok, je vois l'idée. D'accord. Exactement. De toute façon, plus c'est Euh, petit et moins c'est profond et moins la force gravitationnelle sera importante ou aura en tout cas de l'influence. Tu as l'influence des courants, puisque les courants marins peuvent ouais, également affecter les marées. Donc, dans certaines mers, les courants peuvent interférer avec les vagues de marée, réduire leur amplitude ou modifier leur moment. Donc, toujours pareil, le côté fermé ou semi-fermé, ça va énormément jouer sur cette propagation, on va dire, des marées. d'accord. Et puis, tu as les Puis je vois qu'il distances. y a un quatrième point. Ouais. Voilà, des masses continentales. Les mers sont souvent entourées de masses continentales qui peuvent bloquer ou réfléchir les vagues de marée. Pareil, ça réduit leurs amplitudes. Petit exemple, la mer Méditerranée, c'est une mer qui est presque fermée, avec une taille et une profondeur limitées. Donc les marées ils sont très faibles, souvent de quelques centimètres seulement. Tu as également la mer Ah. Baltique, qui est une mer peu profonde et presque fermée, avec de nombreuses îles et péninsules. Et pareil, les marées ils sont très faibles. Et du coup, je me pose même une question. Alors après, c'est pas dans le conducteur et je te prends peut-être au piège, mais on parle des marées, donc les mouvements, etc. Je pense qu'indirectement, l'effet des vagues, c'est lié aussi, d'une certaine manière. Alors là, tu vas également avoir l'effet des vagues, du vent, parfois même peut-être des plaques tectoniques, peut-être que je dis des bêtises, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça en termes de vagues. Ça va jouer parce que souvent à marée haute, les vagues sont plus fortes, plus grandes, souvent sur les côtes océaniques, et à marée basse, souvent très très faibles. C'est des toutes petites vagues. Donc oui, ça joue, mais je pense qu'il y a d'autres Et un peu plus que ça, quoi. d'autres caractéristiques qui jouent également. Exactement. Ok. Est-ce que tu avais d'autres points un petit peu sur tout ce qui était la marée, ou est-ce qu'on peut enchaîner sur les fameuses anecdotes? Eh ben écoute, je te propose de passer sur les fameuses anecdotes. La première, on en a parlé juste avant d'enregistrer, tu ne la connaissais pas. Moi, je la connaissais, le mascaret.
C'est une vague qui remonte les fleuves. Ce phénomène spectaculaire, il se produit lorsque la marée montante rencontre le courant d'un fleuve. Et donc une vague se forme alors et remonte le cours d'eau, parfois sur plusieurs kilomètres. Alors le mascaret, le plus célèbre, c'est celui de la Gironde en France. On peut l'observer en Amazonie, dans la baie de Fundy au Canada. Mais celui de Gironde, je te laisserai aller chercher sur YouTube ou sur Internet. Bah, les mascarets sont très appréciés des surfeurs. Tu peux profiter de vagues longues et puissantes en faisant quasiment du surplace, mais en surfant non-stop. Tu Et donc, parles de Giron, tu parles de surf. Je peux pas m'empêcher, ça m'étonnerait qu'ils nous écoutent, mais au cas où, un petit coucou à Bijanti Lizarazu, du coup. exactement, qui a joué au Girondin et qui est du Pays Basque, mais qui doit connaître le phénomène de mascaret. Donc, allez voir, c'est très impressionnant et c'est très sympa. Sinon, il y a de Ok, nombreuses légendes et croyances qui sont liées aux marées. Dans certaines cultures, on pensait que les marées étaient causées par des créatures marines géantes ou par la respiration de la terre. Je trouvais ça très beau, la respiration de la terre, ouais. qui inspire et qui retire l'eau et qui expire et qui réamène l'eau au niveau des côtes. Ouais, Et donc, intéressant, j'aime bien l'idée. exactement. Et on en parle principalement pour une légende du Mont Saint-Michel en tout cas, la légende fait que ce serait causé par la respiration d'un géant endormi sous le rocher, et ce qui retirerait l'eau au moment où il inspire. C'est beau. Je connaissais pas. Ah, moi non plus. Je l'ai découvert avec l'épisode. J'ai trouvé ça très beau, la respiration. Tu as également les marées et la guerre. Les marées ont joué un rôle important dans l'histoire militaire, notamment lors du débarquement de Normandie en 1944. Les Alliés ont choisi le jour du débarquement en fonction des marées, afin de faciliter l'approche des navires et le débarquement des troupes. Donc tu vois, ça a une vraie influence. Ce qui est logique, et on en parlait aussi sur l'épisode du Vendée Globe, où je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, où pareil, les dates et même heures de démarrage de la compétition sont aussi en fonction des marées, y compris au niveau mondial, sur des périodes plus calmes, etc. C'est ce que tu expliquais dans l'épisode il y a C'est quelques ça. semaines. C'est ça. Les marées et la marche à pied et la pêche, moi ça me rappelle ma grand-mère quand nous allions au Sable d'Olonne. La pêche à pied, c'est une activité traditionnelle qui consiste à ramasser des coquillages. Ma grand-mère, c'est des palourdes à marée basse. Et Oui, donc cette pratique, elle est très populaire dans les régions où les marées sont importantes, Bretagne, Normandie, Vendée. Et moi j'ai souvenir d'aller chercher des palourdes avec elle. Et donc il fallait que la marée soit forcément basse. Et en plus, on avait plus de place pour jouer au foot sur la plage quand la marée était basse. Donc, c'était très sympa. exactement. Et puis on voit plein de petites bestioles. Moi, j'ai une anecdote avec mon fils. Je suis en train de chercher le nom de ce petit animal, les Bernard l'ermite, que tu voyais courir, etc. Il avait, je sais pas, 2 3 ans, donc il avait un petit peu peur, mais c'était marrant à regarder. Et c'est vrai que c'est des choses que tu vois pas, par exemple, en Méditerranée. C'est ça, tu as également les Euh, vives. Tu sais, les vives, les petits poissons qui sont souvent à marée basse, ça te pique et après, pendant 2 heures, tu douilles. Bah, ça m'était également arrivé. et c'est moins sympa. Ouais. C'est ça. Et pour Il vaut finir, mieux les on a Bernard l'ermite. parlé. Oui, c'est beaucoup plus sympa, c'est clair. Les marées et l'énergie, donc on l'a vu que ça servait à produire de l'énergie renouvelable. Je voulais juste donner l'exemple de la centrale marémotrice de la Rance en France, qui est l'une des plus anciennes et des plus puissantes au monde. Ok, super. T'as fait le tour ou t'avais encore d'autres points? Parce que je sais que des fois, tu as Non, des points qui sont pour pas forcément moi, dans le conducteur. Pour moi, tout est bon. On est déjà sur un bel épisode, en tout cas. N'hésitez pas à aller voir si vous avez d'autres sources, à vous renseigner. Pour moi, c'est bon. On peut se retrouver, Thierry, après le générique pour différentes infos complémentaires. Oui, et puis avec une annonce particulière. Donc cette fois-ci, je vous invite, si vous ne le faites pas à chaque fois, à écouter un petit peu plus. Voilà. À tout de suite. C'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, géré comme d'habitude de main de maître par Thierry, qui tag, qui retweet, qui cite, qui nous parle des différentes émissions pour le reste et l'annonce exclusive. Je te laisse, Thierry, reprendre la main. Ça marche, merci. Alors oui, X, on essaye. Bon, après,
On connaît le contexte, c'est pas toujours simple, mais bon, c'est pas le sujet. Dans tous les cas, n'hésitez pas à visiter notre site www.aufaites-c'est-quoi pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, les liens vers notre chaîne YouTube. Je le dis et c'est vrai, j'ai vérifié encore hier, on a de plus en plus d'écoutes par YouTube ou de vues sur les vidéos. Donc c'est cool, hein, laissez des commentaires, des likes, etc. Le lien vers notre compte X. Et puis notre page Facebook, ne l'oubliez pas, elle a maintenant quelques semaines, donc abonnez-vous, suivez-nous. Également, consultez les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers du coup notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Vous avez également du coup les liens vers les autres épisodes qu'on a cités. Comme ça, c'est plus simple. Et puis c'est là où je voulais un petit peu parler avec Sylvain. Donc depuis quelque temps, on avait une page Patreon et pour différentes raisons, on a décidé de l'arrêter. Et à partir de cet épisode, vous retrouverez un lien vers un site qui s'appelle Buy Me a Coffee. Donc littéralement, achète-moi un café. Et en fait, donc en allant sur Buy Me a Coffee slash au fait c'est quoi, vous aurez évidemment les liens sont déjà sur le site, vous les aurez dans les notes de l'émission, etc. En fait, vous aurez, donc le principe c'est toujours le même, c'est dans le cas où vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire. La grande différence, c'est que vous mettez le montant que vous voulez. Moi, j'ai fait un test, j'ai fait un versement plutôt de 1 euro. Et en fait, vous saisissez le montant que vous voulez, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. C'est vous qui, c'est vous qui voyez. Et en fait, ça peut être un paiement unique. C'est même de base des paiements uniques. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de le rendre mensuel, mais il n'y a absolument aucune obligation. Donc, vous pouvez dire, j'ai bien aimé cet épisode, je mets 1 euro, je mets un commentaire, je clique sur soutenir, vous mettez juste votre carte bancaire et c'est réglé. Il n'y a évidemment pas d'enregistrement des coordonnées bancaires. Et puis nous, donc on a un petit versement. Et bien entendu, avec Sylvain, si vous le faites, ben, on s'engage simplement à vous remercier dans l'épisode en citant juste votre prénom. Bien entendu, si on a le nom, on le cite pas, ou s'il y a un pseudo, bien comme ça. Voilà, comme ça, contrairement à Patreon, où c'était forcément des formules par obligation. Là, vous versez ce que vous voulez, quand vous voulez, il n'y a absolument aucune obligation. Et puis, je vais voir, c'est un site qui se développe, donc je vais voir après pour mettre des fois des articles, des choses comme ça. Mais c'est vraiment dans l'idée d'un paiement unitaire. Si vous le souhaitez, il n'y a évidemment aucune obligation, bien au contraire. Exactement. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés et à plus dans le bus. À bientôt, salut!